No discurso de recepção do Prêmio Nobel de Literatura em 2008, o francês Leclésio fez uma homenagem a um dos grandes escritores contemporâneos da África, Abdourahmane Waberri. Nascido no Djibouti em 1965, Waberri ainda é pouco conhecido no Brasil, mas esteve este ano em São Paulo para participar de um encontro na Casa das Áfricas, onde conversou com o nosso colaborador, Alain da Rosa. Djibouti est un petit pays qui se trouve dans la corne de l'Afrique, à l'extrême orient du continent africain, en face du Yémen, donc de la mer Rouge. C'est historiquement la dernière colonie française à être décolonisée en 1977, ce qui était hier. Et historiquement, on pourrait la rattacher à l'Empire éthiopien. Il y a une grande tradition de littérature orale, poétique, et des voyageurs comme Richard Burton, comme d'autres, ont témoigné de cette importance de la littérature dans cette région du monde, en disant qu'il y avait presque une république des lettres, de la poésie nomade. Après arrive aussi l'influence de la langue arabe, de l'islam, et de toute la poésie, la qassidi, toute la poésie d'origine musulmane, qu'elle soit liturgique ou qu'elle soit séculaire et non sacrée. Derrière les paravents de la nuit, j'ai défait ma mémoire, comme à l'époque où mon père me racontait encore des épopées antiques. J'ai toujours des relations compliquées avec les autorités, pas avec les Djibouti, avec les autorités. Je peux dire que les 2 premiers livres, qui sont des recueils de nouvelles, sont acceptés et sont au programme. Le reste de mon travail est quasiment inexistant parce qu'ils ne rentrent pas ou difficilement, ou ils sont très chers, mais il y a une censure contre Balbala, contre Transit par exemple. Et ce qui a changé, c'est que les derniers aux États-Unis d'Afrique, comme ils ne parlent pas des Djibouti, rentrent à nouveau et on dit « Ah, c'est un bon livre ». Dans toute une tradition littéraire et journalistique, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de représentations qui insistent sur la guerre, la famine, les conflits interethniques, la déstabilisation politique, toutes choses qui sont vraies. Évidemment, c'est la réalité. Et les artistes n'inventent pas le monde, ils répercutent le monde tel qu'il est. Donc le rôle des artistes comme moi-même, ou comme mon grand frère somalien Noureddine Farah, qui est très connu mondialement, nous avons un peu la tâche aussi de montrer les choses les plus intéressantes, les plus belles, les plus mystérieuses aussi. Et la manière que j'aurais à répondre à la guerre et à la famine, c'est aussi de montrer que les Djiboutiens, les Somaliens, les Éthiopiens sont des hommes comme les autres. Écrire, voilà l'ultime parapet contre l'ennui, le silence et la béance infinie de la nuit. La question de la construction formelle du livre m'intéresse, parce que je suis aussi enseignant, je suis un peu aussi théoricien. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est aussi une forme. Et je fais ces cadeaux aussi aux lecteurs, ne pas seulement de leur donner des idées, des choses sur l'Afrique, des thèmes, mais aussi de leur donner une forme de beauté visuelle ou artistique. Au fil de ma vie, il y a comme un parfum d'éternité, un appel auprès duquel je ne puis résister. Je prends comme un peintre les choses qui me viennent comme ça et qui doivent avoir avec l'œuvre que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que je ne décide pas avant, je vais écrire un roman, un poème ou une nouvelle. Chaque projet trouve sa mécanique, son économie et sa forme. Tu es devenu une marchandise exportable et livrable à domicile sur les écrans de télévision. Facile, non? L'ironie et la politesse du désespoir. Au lieu de pleurer, de dire « Oh, qu'est-ce que je suis malheureux, mon peuple souffre », je dis rigolant, un beau rire rabelaisien et la vie continue. Le rire est cathartistique. Je résiste à l'idée qu'il y a des écrivains du Sud, parce qu'il y a cette idée présente derrière les lecteurs occidentaux notamment, que les écrivains du Sud doivent utiliser des formes rudimentaires, proches de la propagande, parce que leur peuple ne savent pas lire bien. Et donc ils ne doivent pas aller vers les formes compliquées, parce que ce n'est pas la tradition d'avoir un Africain qui lit Faulkner ou
qui lit Joyce, c'est pas leur tradition. On devrait faire des travaux plus rudimentaires, plus élémentaires, plus politiques. Donc j'ai resté à cette idée-là et j'ai dit, je vais prendre Faulkner, je vais prendre Joyce, je vais prendre Guimarães. Você integra manifesto de novos autores que trabalham sobre a língua francesa. Peço para você desenvolver o termo francofonia e também sobre uma fala forte do manifesto que coloca a francofonia como a luz de uma estrela morta. C'est un manifeste qui est d'une importance, je pense, extrême, surtout dans l'espace français. Ces manifestes voulaient en finir, une fois pour toutes, avec la hiérarchie coloniale qui est dans la mentalité, dans l'expression des institutions françaises. Il y avait quelque chose qui distinguait, d'une part, les gens qui parlaient naturellement français et les gens qui avaient appris la langue française par l'histoire ou par la colonisation et qu'on considérait comme francophones. Et je reviens plus loin, je pourrais dire qu'il y a derrière des implications à caractère raciste qui sont dans le logiciel de la République, même pas perçues, parce que c'est inconscient. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'écrivains francophones d'origine, mais blancs et d'origine européenne, on pourrait donner des gens comme Sioran, comme Nathalie Sarraute, comme Henri Troyat, comme aujourd'hui quelqu'un qui est d'origine russe, parce qu'ils sont restés en France et ils sont de langue française, ils peuvent devenir des académiciens français ou ils peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine français. Como que é para você escrever sobre o Djibouti, não morando no Djibouti? Après avoir produit une première partie de mon travail sur Djibouti, aujourd'hui je me considère comme un écrivain du monde, d'Afrique et du reste du monde, et j'écris sur le Rwanda, sur la France, donc je suis à la fois écrivain de Djibouti et écrivain du monde. Trop facile pour un siècle qui a su tout recycler, la poésie et la mémoire, l'iranium et les sida, le Big Bang, les aborigènes du Brésil et d'Australie, la Shoah à Hiroshima, les Thiers et les Carmondes, Shaka Zulu et Nelson Mandela, Mandarin Monroe et Andy Warhol.